Batata Bamama Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour en ce dimanche 7 avril 2024. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ici sur le plateau de Horizon RDC, ce site que vous connaissez très bien, avec les analystes habituels. À ma gauche, le pasteur Bobo Koyamba de MPB TV. Pasteur Bobo, bonjour. Bonjour Patrick Hugo. Comment allez-vous en ce dimanche? Ça va, mais notre pays de Congo, depuis qu'on a lancé ensemble avec vous Bounangana, je vous rappelle que Bounangana est toujours en train de mettre des Kagame. Merci. À ma droite, Cornelis Nlandou, d'Agence Congolaise Presse et aussi rédacteur en chef de Onesha Africa, le magazine en ligne et papier. Très bien fourni. Cornelis, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, Patrick. Ça va. Voilà, ça fait quelques temps qu'on ne s'est plus revu. L'équipe technique est là, toujours à nous soutenir et à faire en sorte que vous ayez une très belle émission. Les sujets du jour, évidemment, c'est la nomination du nouveau Premier ministre, que dis-je, de la nouvelle Première ministre de la République démocratique du Congo. Nous vous parlerons également aussi de la sécurité en RDC et un homme influent qui a été arrêté, et l'ancien président de la République démocratique du Congo qui serait dans le viseur des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous ne pourrons terminer cette émission sans parler de la commémoration du génocide au Rwanda, il y a de cela 30 ans. Mais comme à l'accoutumée, nous allons commencer avec le pasteur Bobo pour quelques points d'actualité qui n'appellent pas vraiment à débat. Pasteur Bobo, si vous avez quelques points à partager avec nous, des sujets qui vous ont intéressé. À l'accoutumée, on commence avec le pasteur Bobo. Non, à l'accoutumée, on commence avec des points d'actualité qui ne demandent pas débat. Pasteur Bobo, la parole est à vous. Je sais, c'est toujours Cornelis qui commence, mais Moi, cette fois-ci, c'est pasteur Bobo. Voilà. bon, il y a eu beaucoup de points qui intéressent les internautes, les TikTokers, les YouTubers ou les Congolais. D'abord, c'est Tshisekedi veut arrêter le cardinal Ambongo. Ça, c'est une affirmation très forte. Oui, mais ça fait beaucoup de bruit. Je n'ai pas affirmé, mais c'est le fait. Quand Mouyaya, qui est ministre de l'Information, Démissionnaire. oui, il est là, qui déclare que Ambongo doit s'expliquer. Et si vous lisez ce que Ambongo a dit pendant la messe de Pâques, c'était un peu dur. Rappelez-nous quelques mots pour que tout le monde soit dans... Le Congo est très malade, le Congo est dans un état comateur. Le Congo, c'était un grand maître, un grand malade. Le Congo n'a pas d'armée, le Congo n'a rien. Et si aujourd'hui, les autres, les autres peuples de là, se rallient à Nanga, ça sert au lieu de le traiter de traître, il faut beaucoup plus comprendre pourquoi ils le font. Donc, il a voulu justifier l'action de Nanga et de sa bande. Et cela a choqué les gouvernements. J'ai vu un internaute qui a déclaré que si en France, un cardinal osait faire l'apologie du terrorisme, en tout cas, ça ne passera pas. Ah, ça nous rappelle un peu, M. Mobutu s'est démêlé avec un autre cardinal. Un autre point d'actualité. Donc, dans les milieux UDPS ou autres, il faut arrêter le cardinal, mais ils vont oser. Ça nous rappelle un autre chef d'État. Voilà. Deuxième point, il y a beaucoup de points, mais moi j'ai beaucoup plus les points qui intéressent les internautes. Il y a un point avec l'intelligence artificielle, après Gianni et la Brune. C'est-à-dire le comédien Gianni, son âme repose en paix. Qui est décédé en France. J'aime beaucoup quand vous expliquez. Moi j'ai donc directeur aussi. Maintenant il y a Peniel et Mike Ambaye. Racontez-nous. Mike Ambaye, c'est la star du gospel qui va jouer à Paris, Zénith, et qui va jouer aussi au stade du Martyr. Et son ex-épouse qui s'appelle Peniel, qui fait le buzz des réseaux sociaux. Et c'est là, malheureusement, ça intéresse les Congolais à un niveau qu'ils n'ont pas l'idée. Donc des milliers de Congolais, chaque soir, suivent l'histoire comme un match de football. Donc c'est des gens d'église.
C'est déjà une église, mais ça dépasse l'église, c'est plus l'église. On parle de moralité, d'immoralité. Très bien. Un couple divorcé, et la femme veut, le mari habite la capitale, au pays. La femme est américaine, mais la justice a donné les enfants à l'homme, et de temps à autre, la femme revendique. Droit de visite. Et il y a l'intelligence artificielle qui entre en jeu. En faisant dire quoi à qui? Ils ont imité. Même notre... Haïti officer va nous mettre ça, un petit extrait. Même notre Haïti a été... perturbé. Il n'a pas compris. C'était l'intelligence artificielle. On prend deux personnes, on leur fait des choses, on imite leur voix. Deepfake. Ça fait on dit buzz impossible. Donc c'est Karamba qui parle, c'est la dame là, c'était pas eux, c'était autre chose. C'est l'intelligence. Et on vous dit Congolais maintenant, il faut faire avec. Hein. Donc si vous voyez Patrick Yogo parler avec Tshisekedi, il faut... Vous comprenez. Ça pourrait ne pas être un deepfake. Ouais. Merci, Pasteur Bobo. Alors, nous allons passer tout doucement à Corneille Sinang. J'espère qu'il a des points aussi rigolos que ça à partager avec nous. Malheureusement, je n'ai pas de points rigolos. Nous allons sortir nos mouchoirs. Très sérieux, mais avant de passer à mes 2 points, je voudrais quand même revenir sur, entre guillemets, l'apologie du terrorisme. Attention, tel que Pasteur Bobo a expliqué le discours d'Ambongo concernant ce qui lui est reproché par Mouyaya et consorts. Ambongo ne fait pas l'apologie du terrorisme. Ambongo dit que notre pays va mal. Et il va en conclusion pour dire, quand les gens vont rejoindre la rébellion, il faut comprendre pourquoi ils le font. Il ne fait pas l'apologie. Il ne demande pas aux gens d'aller rejoindre. Il demande à Kinshasa de tirer les conséquences du fait que le Congo va mal. Merci pour cette précision. Je suis catholique pur et dur, donc je ne pouvais pas laisser ça passer. Parler. Okay. Et donc, voilà. Et faire arrêter, vous savez... Normalement, ça n'appelle pas un débat. Ça, je comprends. Non, je voulais juste rappeler. Mobutu l'a fait avec Maloula. Il a eu des problèmes avec Maloula. Joseph Kabila a eu des problèmes avec Mosengo. Mais, vous savez, l'Église catholique, c'est une puissance extraordinaire. Hein. Donc, à la fin, la politique a toujours demandé pardon à la religion parce que on ne se moque pas de ces gens-là. Ils sont tellement intelligents que tous ces gens-là, quand ils font des critiques de la politique, ils ont toujours raison, quelque part. Passons à votre point, sinon le pasteur Bobo voudrait répondre à Oui. Alors, mon premier point... J'ai un troisième point à ajouter, on va laisser Corneille, sinon, parce que nous sommes aujourd'hui très limités sur le temps. Alors, mon premier point concernait la rencontre qui a eu lieu, que le président Tshisekedi a présidé à la cité de l'OIA hier samedi, entre les Téké et les Yaka. C'est important quand même parce qu'il y a eu... Un conflit oublié. Oui. Il y a un conflit qui a débuté en 2022 entre les Téké et les Yaka, qui a incendié, qui a enflammé le Bandundu, mais également une partie du Congo central. On a parlé de phénomènes Mobondo et consorts. Et donc, hier samedi, les Téké et les Yaka ont signé un accord de paix devant le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est quand même intéressant. Il y avait toutes les notabilités Yaka, les notabilités Téké de Kinshasa, du Bandundu, et c'est important quand même pour la fin, pour un peu la paix dans cette partie de la République. Et ça s'est passé hier. Est-ce que les autres vont suivre? C'est pas les autres, les autres, ça c'est des notables qui ont signé. Oui. La population, les autres. Ce n'est pas les notables qui s'entretuaient. Ils vont suivre. C'est une question prochaine. C'est important de parler de la population qui va suivre. Parce que dans l'entretemps, quand il y a eu ce phénomène Mobondo, on a commencé à enrôler la population sans que la population ne sache ce qu'il y avait derrière. Et d'ailleurs, la plupart des jeunes qui étaient arrêtés par les forces de sécurité
ne savaient pas quoi raconter aux forces de sécurité. C'était quoi le Mobondo? Eux-mêmes ne savaient pas. On venait, on le prenait de force et voilà, on leur donnait l'idéologie en pleine brousse. Donc aujourd'hui, comme les notables sont concernés par le processus de paix, ce sont les notables qui sont les responsables sociologiques de la population. Et donc ils savent comment parler à leur population. Je crois les autorités morales. Oui, l'autorité morale. Merci pour ce premier point. Alors, le deuxième point concerne l'élection quand même des sénateurs, parce que le processus électoral a commencé il y a longtemps, et avec les élections générales du 20 décembre, le commun des Congolais sait que le processus est terminé, mais non. Il y a encore l'élection des gouverneurs qui attend, l'élection de... il y a aussi l'élection des sénateurs surtout. Bon, mais si je parle de ce sujet, c'est simplement... L'élection des sénateurs a lieu le 22 avril. Si le 21 ou le 22? Le 21? Le 21, le 22... Le 21 normalement, et puis le 28 le gouverneur. Exact. Alors, si je parle de ce sujet, c'est parce que dans ma province, par exemple, Vous rappelez quelle est dans ma province du Congo central, et c'est pour cela que je parle de ce sujet, la province du Congo central a droit à 4 sénateurs. Il y a 52 candidats. 62 ou 52, il faudrait que je vérifie, mais je crois 62 candidats sénateurs pour 4 postes. Et l'importance du sujet, c'est que c'est tout le monde, c'est tous les Congolais qui veulent être politiciens. Soit député, soit sénateur, soit... même président. Même président. Qui ont eu le... Oui, député l'audace provincial. Candidat, mais... Oui, député provincial, député national. Pourquoi? C'est parce que tous ces gens-là, que ce soit le président de la République, les ministres, les députés, les sénateurs, ils n'ont pas de salaire. À la fin du mois, on leur donne une corruption. Pardon? Je pèse mes mots. Ils n'ont pas de salaire parce que le salaire a toujours été comparé au plus petit salaire, c'est-à-dire le salaire du huissier, le moins gradé de l'administration. Chez nous, en République démocratique du Congo, tous ces politiciens-là, finalement, quand vous raisonnez bien, quand vous comparez avec le salaire du fonctionnaire minimum, ils n'ont plus de salaire, ils ont une corruption. Parce que comment expliquer qu'on puisse donner à un député 21 000 dollars alors que le fonctionnaire qui travaille, parce que le député il ne travaille pas, il va au Parlement aller dormir, parler de lois de temps en temps. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi, mais je pèse mes mots. Et donc pour les 4 postes de sénateurs pour votre province, enfin pour toutes les provinces postes pour la ville de Kinshasa, il y en a 8. Oui, exact. Et je crois qu'à Kinshasa, il y a plus de 100 candidats. C'est justement parce qu'on court vers une richesse facile. On court vers la richesse facile. Les politiciens qui ont des montants faramineux à la fin du mois, alors qu'ils ne les méritent pas du tout. On va entrer dans les... Parce que si nous laissons M. Lad continuer là-dessus, on va être surpris par ces révélations. Oui, et donc si on donnait aux politiciens un salaire normal, ça réduirait le nombre de candidats qu'il y aurait, parce que tout le monde veut courir vers l'argent, pas vers le travail. Eh bien, Corneille, on va justement entrer dans un sujet qui va nous passionner, mais je passerai la parole à Pasteur Bobo pour vous laisser le temps d'organiser la défense. Non, vos attaques. Puisque la République démocratique du Congo a maintenant un Premier ministre, comme je disais d'entrée de jeu, une Première ministre, nouveauté pour cette République plus ou moins jeune, avec ses 63 ans d'âge. Nous avons le genre qui s'immisce dans le gouvernement. Déjà, le gouvernement Sama Lukonde se félicitait d'avoir plusieurs dames dans son équipe. Aujourd'hui, c'est une dame qui va former l'équipe gouvernementale. Les institutions de la République sont bien assises, quasiment toutes. Le président de la République comme institution, c'est fait. Les assemblées sont en cours. Cornelis vient de nous rappeler qu'il reste les sénateurs, les vice-gouverneurs et autres.
L'Assemblée nationale est déjà assise. Maintenant, on va passer au gouvernement. Pasteur Bobo, qu'est-ce que vous avez comme commentaire, déjà rien que sur la personnalité du nouveau Premier ministre? De la nouvelle Première ministre. Bon, oui, mais en français, on peut l'appeler. C'est pour ça que je joue avec les deux, je vous laisse choisir votre angle de tir. Moi je veux dire... Parce que la question du genre avait posé problème pendant la campagne. Tout d'un coup, maintenant on joue la carte du genre, mais bon. Oui, mais genre selon Tshisekedi, c'était pas ça. Genre, c'était autre chose. Je vous laisse la parole. Vous avez 5 à 10 minutes pour nous parler un peu de... En tout cas, moi j'ai félicité le président Tshisekedi. J'étais parmi les premiers journalistes ici en Europe, de la diaspora, de féliciter Tshisekedi d'avoir mis un Congo à la tête du pays. Depuis 60, je ne sais pas si, quand on est laissé là, il est professionnel, il est grand journaliste. Il aura tout le temps pour... respecté dans ce pays. S'il y avait déjà un Congo premier commissaire d'État, dans ma tête, je ne me rappelle pas. Il y avait des Kinzonzi, mais Kinzonzi n'était pas... Non, il était ministre. Il était ministre. Donc on a félicité Tshisekedi. Mais malheureusement, le matin, on s'est réveillé. Non, il n'est pas au Congo, c'est son mari qui est au Congo. C'était un débat. Oui. On a fait un débat même entre nous dans les réseaux, par-ci, par-là. Il y a eu des débats. C'était les Moulouba, Moukongo, Mouzombo, chinois, japonais, américains, belges, papa. Mais après, au final, moi j'ai pris en cause sa défense. J'ai fait la qualité compliquée pour dire qu'elle est 100% congolaise. Qui est-elle précisément? Elle est 100% congolaise. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai vu son père est blanc, sa mère est blanche. Je regarde son père, c'est un blanc. Je regarde sa mère et je vois une métisse. Là, je dis, bon, comme eux, ils appellent métisse blanche, moi, je dis, bon, pour moi, elle est 100% congolaise. Donc, je dis, tu es 100% congolaise parce que c'est Mobutu qui avait nommé son père. Mobutu avec le service secret, Mobutu avec ces trucs-là. Son père a travaillé avec nous pendant beaucoup d'années. Son père était même PCA du Koulimungo. Même à l'ambassade ici. Moi, j'aimerais bien les gens, des tracteurs, les gens qui attaquent Judith Soumino. Maintenant, je prononce bien. Avant, je dis Soumino. Donc, qu'on nous dise, qu'on nous montre, qu'on nous explique. Si à l'époque de Mobutu, il y avait des pays, bulletins d'information, où on disait que Mobutu, pourquoi tu as nommé un Angolais? S'il n'y a pas, qu'on lui foute la paix. On a eu un directeur de cabinet, Bissenimana, qui était rwandais. Bissenimana, c'était qu'on savait que Bissenimana n'a jamais caché. Bissenimana n'a jamais dit qu'il était congolais. Je vais juste rajouter un peu de sel. Oui, non, Mobutu a nommé un Rwandais. On savait, il savait aussi, lui-même il savait, et tout le monde savait. Mais Souminois n'était pas angolais. Et puis maintenant, l'Angola, ça marche. Tous les bazons sont rentrés. Si Souminois est restée, bon, au cas où elle est angolaise, elle est restée congolaise, je dis félicitations, au moins, elle aime notre pays pendant la souffrance. Parce que tous les bazons sont partis. Parce que l'Angola se porte bien. L'Angola, maintenant, si tu dis à Mouzombo, tu es congolais, non, c'est pas congolais. C'est rien, ça. Parce que leur pays, ça marche. Ils ont du diamant, du pétrole, l'économie, ça marche. Ils préfèrent aller là-bas. Qu'on connaisse avec ça. Donc pour vous, vous défendez... 100% congolaise, moi je vais juger Souminois par rapport à son boulot, par rapport à son travail, pas par rapport à son sexe, pas par rapport à sa tribu, pas par rapport à sa couleur de sa peau. Moi je vais la juger par rapport à son travail. Et on attend, elle va faire quoi? On nous raconte qu'elle a volé beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, nous, on ne va pas rapporter ce qu'on ne sait pas vérifier. Non, on dit qu'elle était ministre du Plan. Oui, elle était ministre du Plan, effectivement. Ils ont détourné beaucoup d'argent de 145 territoires. Ça, on nous raconte. Mais qu'elle travaille, nous attendons ces mesures qui elle va nommer Premier ministre et non ministre. Et moi, je demande même à Tshisekedi de laisser cette dame travailler. Nous ne voulons pas voir Sama Lukonde bis. Parce que Sama Lukonde, c'était vraiment, on ne sait pas si on va se rappeler encore de Sama Lukonde. Heureusement, Souminois a l'avantage que depuis qu'elle est venue,
Au départ, il n'y a plus de Nana. On a oublié Nana. Maintenant, c'est Somino. Merci, Pasteur Bobo, pour cette partie. Cornelis Land, je me retourne vers vous maintenant. Lors de notre dernier enregistrement, nous avions évoqué la question des favoris Premier ministre. À notre grande surprise, le nom de la Première ministre nommée maintenant, il y a quelques jours, revenait et vous aviez fait cette analyse statistique, disons, que très souvent, le nom qui revient le plus souvent avant la nomination, ce nom-là, à plus de 80%, ne sera pas retenu. Eh bien, le président de la République vous a peut-être entendu, a voulu jouer autrement en choisissant quelques 10% là pour prendre comme Premier ministre le nom qui revenait déjà. Parce que je vous avais parlé de Gabriel Attal, on entendait son nom et puis il a bien été nommé Premier ministre. Vous dites, mais il y a peu de chances qu'elle le soit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, au-delà de tout ce que vous pouvez encore commenter sur la personnalité de l'ancienne ministre du Plan, Première ministre aujourd'hui? Oui, Patrick, merci beaucoup. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'étais de cet avis-là. Oui, tout à fait. Mais ça se tenait statistiquement. Oui, statistiquement, oui. Parce qu'en fait, il y avait déjà beaucoup de bruit qui avait couru autour du nom de la personne qui allait être nommée Premier ministre. Et le nom le plus cité était celui de Judith Souminois. Il y avait également d'autres noms. Il y a aussi Notre-Dame. Mais comment vous saviez? Non, c'est je ne sais pas, les réseaux sociaux. Là, c'était beaucoup de personnes, mais vous, dans l'émission, vous étiez clair ici, c'est Judith. Non, plutôt moi, je n'étais pas clair. Je disais qu'elle ne sera pas Première ministre parce que, justement, son nom a été trop cité. Non, c'est moi qui... Non, regardez la vidéo. C'est moi qui avais dit que... Comme on a cité son nom, d'accord. On va voir ça. Laissons la parole à Cornelis. Mais de toute façon, moi, je me disais que son nom avait été tellement cité que le président de la République allait surprendre les gens. Ne pas la nommer, plutôt. Parce que... Mais la surprise est maintenant que c'est le contraire. Maintenant, il est nommé. Et puis les premières fois. Malgré que son nom avait été abondamment cité, c'est elle, Judith Souminois, qui est nommée. Moi, personnellement, je n'ai pas été surpris. Quelle est la stratégie derrière ça, selon vous? Aucune stratégie, mais je crois que... C'est une question de compétence, une question du genre. Le pasteur Bobo dit que ça n'a rien à voir, il faut la laisser travailler, c'est tout. Oui, il faut dire d'abord que la nomination de Judith Souminois est une nomination historique. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'on a une dame chef du gouvernement. Ça, c'est de un. De deux, il faut dire que c'est pas une dame quelconque. Elle a été... Comment c'est pas historique? Premier ministre. Une dame. C'est pas historique. Une dame. Laissons Cornelis décliner. Comme Premier ministre, c'est pas historique. Je disais qu'une dame Premier ministre, c'est ça l'élément historique. Il faut dire aussi que le premier président de la République de notre pays est du Congo central. Et la première fois qu'on nomme une femme, première ministre, c'est également du Congo central. C'est ça l'élément. C'est pour ça que Pasteur Bobo insistait, parce que oui, mais bon, il sollicitait votre mémoire sur les différents premiers ministres que la République a connus. Oui, il y a eu un premier ministre, Cyril Adoula, mais je ne sais pas s'il est du Congo central. Je crois oui. Cyril Adoula a été premier ministre, non? Mais je crois que c'est du Congo central aussi. Google va un peu vérifier. Oui, Cyril Adoula. Oui, mais je disais que en dehors de tout ça, en dehors de tout cet élément historique, il faut savoir que Judith Souminois a été ministre d'État au plan. Et l'élément central du premier mandat du président de la République, qui va d'ailleurs être reconduit, cet élément central-là, dans le second mandat, et le programme de 145 territoires. Et il faut dire que c'est Judith Souminois qui a été le cerveau moteur de ce programme, qui a produit beaucoup de fruits. Il était prévu dans ce programme qu'on puisse faire des infrastructures de qualité dans les localités, dans toutes les provinces, mais alors à la base.
et assurer ainsi les développements. Pardon, je voudrais terminer. Si vous allez à Yakoma, il n'y a rien. À Yakoma, Badonité, autres, en Bandaka, il n'y a rien. Oui, alors. Ça pour du quoi, je ne sais pas. Alors, le programme avait comme objectif d'assurer le développement du pays par la base. Évidemment, les 145 territoires se retrouvent dans toutes les provinces. Il n'y a pas encore les réalisations dans toutes les provinces. Il n'y a pas encore des réalisations dans tous les 145 territoires. Mais c'est un programme qui a été lancé, qui n'est pas à sa fin et qui continue. Et moi, je crois que c'est un des éléments qui a milité pour sa nomination en tant que Premier ministre pour la reconduction de ce programme-là ou pour la continuation du programme. Donc, selon vous, les objectifs qui seront sur le bureau de notre nouvelle Première ministre seront surtout le développement par la base. Et il y a beaucoup de chances que ce soit par là que ça va se passer. Exact. Donc, des actions sociales, des infrastructures sociales, éducation, santé, etc. Oui, je crois que l'élément principal du second mandat du président va être réalisation. Le bonheur du Congolais, alors du Congolais local, à la base. Et je crois que Judith Soubine va continuer à impulser ce programme-là qui a été débuté, mais qui n'est pas à la fin, qui n'est même pas encore à sa moitié. Parce que, tout à fait, c'est vraiment, c'est pas embryonnaire, mais vraiment on n'est pas encore... Oui, parce qu'il y a eu réception de 930 constructions, je crois, que ce soit des bureaux, bureaux des administratifs locaux, que ce soit des écoles, que ce soit des centres médicaux, mais... C'est très minime par rapport... Je ne vais pas dire anecdotique, mais vraiment c'est encore au tout début. Oui, c'est encore au tout début parce qu'à la fin, il y aura plus ou moins 2000 constructions. Et donc, on est encore au début, même pas encore à la moitié de ce programme-là. Merci beaucoup, Cornelis. Pasteur Bobo, je vais me retourner vers vous, juste pour conclure sur la question de la nouvelle Première ministre. S'agissant des objectifs, tout à l'heure, vous aviez commencé en parlant des objectifs, vous voulez la voir travailler, savoir ce qu'elle va faire, etc. Cornelis nous donne déjà une piste. Il dit, elle était ministre du Plan, elle s'occupait du programme de développement des 145 territoires. Ces objectifs seraient quelque chose dans ce sens-là. Le social. Vous, comme analyste, vous qui êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, etc., qu'est-ce que vous ressentez? Quels seront les objectifs prioritaires? Par exemple, le Premier ministre Sama Lukonde, c'était le gouvernement des Warriors, ils vont faire la guerre et gagner la guerre. Mais bon, parce que là, on continue à se battre. C'est pas la guerre contre Rwanda, c'est la guerre économique. La guerre économique. Mais c'est ça. Parce que quand vous dites la guerre, les gens vont croire que les Warriors, c'était pour la guerre contre Rwanda. Mais quoique, je vais quand même insister et compléter en disant non seulement la guerre économique, mais aussi le premier ou l'élément phare, c'était l'état de siège. Et on sait où on est. La guerre du Rwanda est venue après, c'était autre chose. Mais l'état de siège, c'était le 3 mai, je m'en souviens très bien, parce qu'on avait marqué que c'était, voilà, on met en place la volonté du président sur l'état de siège. Mais la première ministre Soumi Noa, quels seront ses objectifs, quelles seront ses priorités selon vous? Bon, elle n'a encore rien dit, même. On attend, elle sera au Parlement pour défendre son projet. Mais vous qui êtes sur les réseaux, vous sentez le pouls de la population. On voit déjà, je l'ai suivi avec Christian Lusakouno et je crois Thierry Kamboundé. Bon, elle n'a pas été à la hauteur dans ce débat-là. Là, elle était ministre du Plan. Ministre du Plan pour défendre ces 137 territoires. Elle n'a pas été à la hauteur, mais je suis d'accord avec Cornelis qui a dit que c'était un grand projet. C'est un grand projet, il fallait commencer quelque part. Elle a aussi dit qu'elle a commencé quelque part. Pour elle, ça marche, mais elle a reconnu qu'il a eu des difficultés. Maintenant qu'elle est Premier ministre, je crois... Quelles seront les priorités? Les priorités, c'est de nous dire, mais ça sert d'abord sécuritaire. D'abord sécuritaire, parce que quand on a presque une grande partie du territoire... Nanga, le M23. Non, c'est un bon nom, on dit M. Sénat qui est le porte-parole. Donc c'est Kagame au M23. Mais là, il faudra maintenant qu'elle, à part la guerre à l'Est... Parce que ça nous est imposé. Oui, voilà, la guerre est venue. Parce que
si elle prend tout l'accent économie, on risque de nous prendre Goma, Bukavu et... non, comique. Non, d'abord l'armée. Et puis, en tout cas, si moi j'étais Judith Soumino ou son conseiller, j'allais conseiller à Judith Soumino de faire baisser le dollar. En quoi faisant? Parce que ça, c'est purement technique. Elle est économiste. Elle arrive à... Donc, elle sait que les grands problèmes de Kino, c'était dollar. Partout, Tshisekedi est passé, on disait dollar. Pendant la campagne. Ils ont des recettes. Ils savent comment. Judith est économiste. Elle sait comment faire baisser le dollar. Si elle travaille pendant un temps, on fait baisser le dollar avec les faits Soumino. Il faut qu'elle puisse créer l'effet Soumino. Ah, merci, Pasteur. On voit le dollar baisser, la bouffe. On dit du riz, maïs. Donc, quelque part, vous rejoignez quand on est sur les actions sociales, etc. Puisque le pouvoir d'achat, c'est quelque chose. Il n'y a pas plus social que ça. Il faut qu'elle fasse fort avec l'effet, comme on a eu l'effet Fatih Béton. Il faut qu'elle crée l'effet Soumino. J'espère que la Première ministre vous a entendu. Nous attendons l'effet Soumino. Alors, nous allons passer au second point, allais-je dire. Oui, je voulais quand même... ah oui, il faut pas... pas un monologue. Non, je voulais quand même insister sur l'expression qu'utilise Bobo. Et d'ailleurs, c'est une expression intéressante. L'effet souminois. Parce que... quand Fatih est arrivé, on a cru que le dollar allait être stabilisé, mais le dollar a vraiment galopé jusqu'à 26 000, 2600, le dollar, 2600 francs congolais, 2700. Et d'ailleurs, les observateurs à Kinshasa sont en train de dire que bientôt le dollar va arriver à 3000. Bientôt le dollar va arriver à 3000. C'est vrai que Souminois est économiste et l'effet Souminois doit être palpable sur le vécu quotidien des Congolais. Et d'ailleurs, l'ancien Premier ministre qui a rejoint pratiquement Fatih, comment il s'appelle encore, celui de Bandundu? Muzito avait dit, c'est facile de faire baisser le dollar pour un économiste. Il y a disons, la première technique, c'est la Banque nationale. La Banque centrale qui doit financer le franc congolais. C'est-à-dire injecter des dollars, puisqu'il y a une certaine trésorerie, injecter le dollar sur le marché congolais pour que le franc congolais puisse avoir de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que la Banque centrale a une trésorerie. Et cette trésorerie peut être utilisée pour financer le franc congolais en injectant le dollar. Et aussi, Muzito en parle dans une des interviews, mais si vous donnez, j'en ai parlé dans un de mes sujets, si vous donnez aux politiciens un salaire de corruption, mais vous êtes en train de détruire votre économie. Ça fait, l'effet sur le franc congolais est visible. Il y a trop de francs congolais dans le marché. Oui, vous donnez trop d'argent aux politiciens qui vont distribuer, il y a trop de francs congolais sur le marché. C'est normal que le franc congolais puisse être utilisé aujourd'hui comme du papier hygiénique. Merci. Nous allons alors passer au deuxième point, au second point, c'est sur la question de la sécurité. Horizon RDC, on n'a jamais passé une émission sans parler de la sécurité. On pourrait évoquer plein de perspectives, plein d'angles sur cette question de la sécurité, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur, et le pasteur Bobo l'a effleuré, l'Alliance du fleuve Congo. Cette organisation dirigée par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Corneille Nangaa. Nous avons appris qu'un influent membre de cette alliance a été appréhendé. On entend dire que c'était en Tanzanie. Dans tous les cas, les forces armées de la République démocratique du Congo ont entre leurs mains cet individu et ont diffusé certaines vidéos.
Pasteur Bobo, je vous sentais impatient d'aborder cette question. Dites-nous un peu plus de ce qui est en train de se passer, puisque tout ça est finalement lié avec ce que le cardinal avait dit, et un peu avec l'ancien chef de l'État, le président Kabila. Qu'est-ce qui se passe? Non, le cardinal s'est avancé, c'est pas que l'histoire c'est récent. Non, par rapport au terrorisme et tout ça, puisque oui, pourquoi les gens vont de l'autre côté? Alors pourquoi les gens vont de l'autre côté? Moi j'ai condamné le traitement. Parlez-nous alors. Selon le cardinal, il est clair que le pays va mal. On ne partage pas bien les gâteaux, les autres ne se retrouvent pas, c'est le cardinal. Et qui vont là-bas. Mais moi, je condamne parce que ils pouvaient, si vous ne vous retrouvez pas, oui, c'est tout le monde qui ne se retrouve pas. Mais on ne prend pas les armes quand même. Voilà, parlons-nous. On a combattu Sida. Parlez-nous donc de cet individu qui a été appréhendé. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui. Avant d'y arriver, d'abord, moi j'ai lancé l'appel à la diaspora. Moi, je condamne tous ceux qui vont aller chez Nanga. Parce que Nanga égale le Rwanda. Il faut qu'on puisse être clair. On a fait beaucoup de marches, on a filmé, on a fait beaucoup de reportages. Moi, je refuse qu'on puisse nous appeler encore demain. Si Nanga arrive à Kinshasa, qu'on puisse nous appeler, Bobo, viens filmer contre le Kagame au pouvoir. C'est le moment. C'est le moment. Ne faisons pas les jeux. On refuse à personne d'être comme Tshisekedi, mais on ne vous encourage pas d'aller vers Nanga. Il faut rester démocratique, mais combattre Tshisekedi, c'est votre droit, par des marches, mais personne ne vous autorise d'aller vers les Rwandais et que demain, vous puissiez nous appeler, nous de la diaspora, aller marcher pour vous. Si merci pour cette mise au point. Si on prend ces dossiers-là, c'est triste. J'ai vu, je ne sais pas si Cornelis a eu la même réaction que moi. J'ai vu la vidéo. Donc, mettez-nous dans le cadre. Qu'est-ce qui s'est passé sur la vidéo? Les FARDC ont arrêté Eric Nkuba. On dit qu'il est stratège de Nanga. Bon. Un gars très influent. Ils ont convoqué la presse. Ils ont balancé la. Moi j'aime l'anglais, release. Ils ont balancé la vidéo. Et dans la vidéo, on voit un monsieur assis, il n'est pas torturé, il n'est pas menacé, il n'est pas menotté, il est assis correctement. On lui pose des questions. Il répond aux questions, mais quand il cite des noms, ça m'a dit, quand il cite des noms, il oublie. Il a oublié plusieurs noms. Exemple, s'il dit, on était avec, bon, je ne vais pas les citer, non, ici, parce que vous l'ancien. Exemple, on dit Romelu, Romelu, Vincent compagnie. Au lieu de les laisser lui-même, on l'aide pour qu'il. On l'aide pour balancer des noms. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'était comme une comédie, c'était. Et je me suis posé la question, je dis bon, soit les services, parce que les services aussi nous regardent, soit les services sont assez professionnels, ils ont. Soit il y a deux choses, soit c'est des vrais amateurs, ou soit c'est des professionnels. Ils ont arrêté la personne, ils ont présenté la personne, soit par amateurisme, soit par professionnalisme. Si c'est par professionnalisme, ils savent ce qu'ils cherchent. Ils ont lancé pour déstabiliser l'autre camp. Parce que dans la vidéo, c'est clair, on cite Kabila, l'ancien président. Je me suis posé la question, pourquoi on ne l'a pas arrêté? On cite John Numbi, on sait qu'il est à l'exil. On cite Joseph Olingokoui. Pourquoi on ne l'a pas interpellé? Je me pose la question. Il fallait d'abord l'interpeller avant, ou l'arrêter avant et faire la vidéo. Sinon, c'est ça la diffamation. Donc, professionnalisme, amateurisme, il y a deux choses. Soit c'est professionnalisme, ils savent ce qu'ils cherchent, ils ont balancé pour déstabiliser, ou bien c'est vraiment amateurisme, les autres. Ils se sont empressés de lâcher des choses. De lâcher les autres, comme ils ont fait avec François Béa et. Tu veux qu'on l'arrête là? Kalonda. Non, le conseiller. Le conseiller spécial. Fortuna Bisselé. Et puis après, c'était n'importe quoi. Donc, j'ai vu ça, ça m'a. C'est rare que le pasteur Bobo soit entre les deux. Habituellement, il a toujours une position tranchée.
Alors Cornelis, sur ce point-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire que vous avez certainement suivie aussi? Oui. Moi, ce qui m'a un peu froissé, c'est qu'on est au début d'une affaire assez importante quand même. On arrête le conseil stratégique de l'Alliance du fleuve Congo, le conseil stratégique. Et on lui pose la question de savoir s'ils ont des contacts intérieurs et extérieurs, politiques et militaires. Il donne des réponses à tout cela. Moi, je crois, nous sommes quand même en pleine enquête. Oui. Parce que c'est le début d'une affaire. Nous sommes en pleine enquête. Qu'on convoque les journalistes et leur dire, écoutez, nous avons entre les mains, nous avons arrêté le conseiller stratégique de l'Alliance du fleuve Congo, le voici, ainsi de suite. Il nous a cité plusieurs noms intérieurs, extérieurs, oui. Mais quand début d'enquête, qu'on commence à... Vous savez, l'histoire ne commence pas avec cette arrestation. Déjà avant, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, dit en plein meeting, à l'IMT, en public, tout le monde est en train de l'enregistrer, il dit, je cite, « Vous savez qui est derrière le M23 ? C'est l'ancien président Joseph Kabila. » Je cite, in tempore non suspecto. In tempore non suspecto. Je cite Kabouya, Augustin Kabouya, qui est quand même pas n'importe qui, c'est le numéro 1 du parti présidentiel, c'est lui le secrétaire général. Quelque temps après, les forces armées viennent nous montrer même une vidéo où elles sont, les forces armées, sont en train d'interroger quelqu'un qui vient d'arrêter. Et que cette vidéo-là soit mise à la disposition du public, moi je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on est au début d'une enquête, il y a le secret d'instruction, il y a la présomption d'innocence, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'éléments juridiques. Peuvent se cacher derrière, oui. Les souris peuvent fuir. Oui. Il y a pour ça que le pasteur Bobo est en train de dire amateurisme ou professionnalisme. Il y a quelque chose qui n'est pas... Moi, personnellement, ça m'a froissé parce que c'est un début d'enquête. Il y a quand même des choses qui doivent être cachées, puisque nous parlons de services secrets et pas de services publics. Donc il y a quand même des éléments qui doivent être cachés. Que l'information soit diffusée, oui, mais que les éléments d'information soient à la portée de tout le monde, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais ça aussi, Pasteur Bobo l'a relevé, notre justice a un sérieux problème. Le président de la République l'a dit. Et aujourd'hui, on a carrément suspendu le moratoire pour la peine de mort. La peine de mort. Et donc, on pourrait fusiller, tuer oui, n'importe qui pour des raisons d'État. Mais c'est ça, de graves accusations comme on les a aujourd'hui. Et d'ailleurs, si elles sont fondées, évidemment. Oui, dans les réseaux sociaux, on dit, ils citent déjà les noms des premières personnes qui vont être fusillées. Donc vous comprenez. Donc notre justice... J'espère que ça ne sera pas au stade des martyrs. Oui, notre justice a déjà un problème. Le président de la République l'a dit. Et maintenant, avec la suspension du moratoire de la peine de mort, c'est comme si on donnait un fusil d'assaut à un enfant d'école primaire. Hein. Il risque d'avoir des dégâts. Oui, il risque d'avoir des dégâts, et même des dégâts collatéraux, parce que la justice est d'abord à problème. Vous lui donnez encore un char d'assaut pour tuer les gens, alors qu'il faut d'abord régler le problème de la justice. Et même, vous l'avez remarqué, le pasteur Bobo l'a dit, le FARDC cite des personnes. La justice ne bouge pas. Alors que le premier réflexe de la justice, c'est de traquer l'infraction. Le FARDC cite des personnes, c'est qu'il y a eu des infractions. Et la justice doit traquer ces infractions-là. La justice n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Donc on pense plus sur l'amateurisme que le professionnalisme, à vous entendre. Oui, normalement oui. J'espère que les services nous suivent et que le ministère de l'Intérieur et voilà, les autres
savent ce qu'ils font. Nous l'espérons, nous le souhaitons parce que ce pays n'a que trop souffert. Oui, que personne ne soit arrêté jusque-là, alors que des noms sont cités. Il y a un problème quelque part, hein, soit du côté des forces armées, soit du côté de la... Mais... Et ces gens-là, pour leur honneur, ils sont mal perçus, on les regarde autrement, on le voit. Ils sont salis sans pour autant être accusés et condamnés. Voilà, puisque tout le monde est présumé innocent jusqu'à... Tout le monde est présumé innocent. Être prouvé autrement. Je sens qu'aujourd'hui, les gens ne sont... Les analystes, il y a un souci. On n'apprécie pas trop ce qui se passe. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Nous allons suivre ça de très près. Ambongo a dit que rien n'est normal. Et je rappelle, comme le pasteur Bobo l'avait dit, que Bounagan est toujours entre les mains des rebelles, puisque c'est depuis le 13 juin 2022 qu'ils ont ce territoire. Ce qui fait à ce jour 664 jours. Ça fait 1 année, 9 mois et 25 jours. C'est quand même énorme. Nous allons passer au dernier point qui concerne la commémoration du génocide. Moi je dis du génocide rwandais. Certains disent le génocide des Tutsis. Mais je vais passer la parole à Pasteur Bobo qui nous fasse peut-être la distinction. Est-ce qu'il y a eu le génocide simplement rwandais ou il y a eu le génocide des Tutsis? Est-ce qu'il y a eu le génocide des Hutus et Tutsis? Est-ce qu'il y a eu le génocide des Aïrois de l'époque, des Tutsis et des Hutus? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de l'assassinat du président Habyarimana et son du président burundais? Oui, moi je me rappelle exactement, j'étais à Bruxelles ce jour-là. J'étais à Bruxelles, j'ai fait la communication dans ma classe. J'avais aussi des Rwandais dans ma classe. Je me rappelle exactement, j'habitais Bizet, en Alexandre. Puis le matin, j'ouvre la radio, c'est la radio solaire, c'était en boucle, on téléphysait. 6 avril 1994, on parlait tout de leur 10 casques. D'abord, ils ont abattu l'avion, après c'était 10 casques bleus. Oui, en Belgique, en tout cas, ça a été un sérieux problème pour les 10 casques bleus belges. Ont été tués, et puis après, c'était le génocide. L'ONU a rappelé. Arrêté, c'est Minoir, je crois, Minoir ou quoi. C'est ça. Ils ont retiré les Nations Unies. Les militaires, pendant qu'ils ont tué. Mais selon la radio belge à l'époque, on suivait la radio belge, il n'y avait pas de Facebook, non. On disait qu'à l'époque, eux disaient qu'on tuait des Tutsis et les Hutus modérés. C'était ça le terme, oui. Alors, Tutsis, Hutus modérés, Donc ça serait un génocide rwandais. On ne visait pas forcément les Tutsis. Non, tous les Tutsis. Tous ceux qui étaient... Mais les Hutus ont tué. On tue tous les Tutsis. D'office. D'office, si tu es Tutsi, on te tue. Par défaut. Hutus, on trie. On dit que toi tu es modéré, tu es extrémiste. Sinon les Belges, on ne sait pas, nous on n'était pas là-bas. Donc ça a continué et les grandes puissances ont cédé. Aujourd'hui, on suit Macron qui accuse un pays africain, qui accuse le pays. Il n'a pas cité, il dit que même les pays africains étaient complices. On voit directement que Macron accuse le Zaïre des Mobutu, les Congo des Mobutu. Macron nous accuse. C'est une histoire un peu compliquée. Ils ont tué, on suivait, ils ont tué. Moi, on a eu des Rwandais, amis des classes. Vous arrivez à l'école, ils ont perdu tout. Ils ont perdu toute la famille. C'était quelque chose de c'est grave. On a décimé toute la famille. C'est le 20e siècle qu'on a tue comme ça. Nous et les Rwandais à l'époque, il n'y avait pas de problème. Parce que nous, on n'a pas vécu à Kinshasa à l'époque. On était en Belgique. Donc nous et les Rwandais, déjà ils ne savent pas. En Belgique, on vivait bien. On était ensemble. Même au Congo. Bon, je ne sais pas d'époque. Non, c'est ça. 94. On était avec eux. D'ailleurs, les Tutsis et les Hutus, entre eux, ça ne marchait pas. Mais ils aimaient, même les Tutsis aimaient être avec nous. Oui. On avait des amis Tutsis et des amis Hutus. Donc on était avec eux. Très bien. C'est dit qu'après, durant des années, avec Kabila et Papa, quand Kabila Père a pris le pouvoir à Kinshasa, plus tard que la haine des Rwandais et comme ils ont trahi leur Kabila. Kabila a dévoilé les secrets, et puis c'était vraiment des Congolais, il y a eu un retournement, et ça a été
Cornelis, je vais me retourner vers vous. Le pasteur Bobo a expliqué avec beaucoup d'humanité ce qui s'est passé et comment c'était perçu en Belgique à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 6 avril 1994 lorsque l'assassinat a eu lieu et puis le lendemain lorsque oui, 1994. La haine s'est déclenchée? Ouais, 1994, je suis en Belgique évidemment. Je suis arrivé ici, je suis arrivé en Belgique le 15 février 1991. Donc en 1994, j'étais déjà ici. Mais moi, je vais analyser le génocide rwandais sur deux niveaux. Le niveau de responsabilité et aujourd'hui. Parce que le Congo n'a aucune responsabilité, même infime, sur le génocide rwandais. Aucune responsabilité, même infime. Aujourd'hui, nous sommes simplement les victimes de la passion que les Occidentaux ont pour les Tutsis. Simplement, le Congo est victime parce que Kengo Adondo est Premier ministre quand le génocide a lieu, quand le flot de FDLR entre au Congo. Et, pas seulement les FDLR, il y avait, c'est-à-dire... oui, les militaires, et tous les réfugiés qui fuyaient le massacre. Kengo Adondo était Premier ministre et il explique toutes les pressions qu'il a reçues de la communauté internationale pour faire entrer les gens au Zaïre. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de cette pression de la communauté internationale. 30 ans après, toujours? Toujours victimes parce que aujourd'hui, les Congolais qui avaient peur, depuis qu'ils sont entrés en RDC, il y a eu 2 attaques avant qu'il y ait une action d'envergure. Les FPR, le Front Patriotique Rwandais, ont attaqué l'est du Congo pour raser les camps des réfugiés rwandais, les réfugiés Hutus. Ils ont attaqué pour raser les camps. Ça a été fait. Et la deuxième attaque, comme ils ont vu que l'armée zaïroise était impuissante, que l'armée zaïroise était une armée de pacotille, ils sont rentrés et sont revenus en 1996 avec un mouvement qu'ils ont appelé l'AFDEL. L'AFDEL, donc, ce sont les Congolais qui se révoltent contre Mobutu. Mais c'était faux et archi-faux, on le sait aujourd'hui. Et même hier, puisque celui qui était à la tête de cette rébellion, AFDEL, c'était le général rwandais James Kabarebe, qui n'est pas congolais. Et donc, personne ne peut dire que c'était une rébellion congolaise. Et on le sait, toutes les rébellions qui se sont succédées, c'était le même schéma. Et donc, personne d'intelligent, aucune personne intelligente ne peut dire que le Congo a une certaine responsabilité sur le génocide rwandais. Aucune personne intelligente. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on ne peut pas dire que les FDLR sont là et ils collaborent avec l'armée congolaise. Aucune personne d'intelligent, aucune personne. Parce qu'il y a des preuves. Depuis 1996, l'Est de la République est occupé par le Rwanda, on le sait. D'abord avec James Kabarebe, aujourd'hui avec le M23. Ils n'ont jamais trouvé un seul élément FDLR. Et d'ailleurs, les FDLR, aujourd'hui, s'ils doivent exister, ils ont quel âge? Voilà, depuis 1994 qu'ils sont entrés. Et donc, aujourd'hui, personne ne peut dire que nous avons une certaine responsabilité, même aujourd'hui, parce que Joseph Kabila leur avait même autorisé d'entrer au Congo pendant un certain moment. C'était en 2000. Kamer était président du Parlement. Les forces rwandaises d'entrer, de traquer les FDLR. Ils sont entrés. Hein. Et d'ailleurs, Kamer a eu des problèmes. Il a démissionné du Parlement. Et il y a eu après toutes les rébellions, le M23 et consorts, mais ils n'ont jamais traqué les FDLR. Donc le Rwanda à l'Est est venu voler les richesses congolaises. Donc on ne peut pas dire que... Mais voilà. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, de souligner, c'est que depuis longtemps, malgré nos 10 millions de morts,
Depuis longtemps, les Congolais avaient peur de prononcer le mot génocide. Mais aujourd'hui, on sait que le génocide congolais est une réalité. Il existe, oui. Donc, exactement. on C'est est des génocide à des l'Est. jeunes qui en parlent. Et je voudrais terminer De par plus en là. plus. Je voudrais terminer par là. Et le Rwanda a eu l'intelligence d'institutionnaliser le génocide rwandais. Il y a un mausolée, il y a tout ça. Mais nous, nos politiciens doivent à un certain moment savoir que le génocide congolais, qui existe bel et bien, il y a des villages où tout le monde est massacré, et pour occuper les terres, donc on massacre des gens pour une raison. On massacre des Congolais pour une raison. C'est ça le début du génocide. Et donc, nos autorités doivent savoir que nous devons parler de notre génocide congolais avec des mausolées, avec ainsi de suite. Merci beaucoup, Cornelis. Justement, j'allais conclure, enfin vous faire conclure par cette question-là, la question du génocide congolais. Merci de l'avoir évoqué. Et donc, je vais passer la parole au pasteur Bobo par rapport à ça. Au Congo, il y a bel et bien eu ce qu'on pourrait qualifier aussi de génocide, c'est-à-dire de manière systématique. On tue des gens sans raison apparente, si ce n'est de les exterminer. On les force à se déplacer, à quitter leur territoire. Chacun sait pour quelle raison il le fait. Et donc, pasteur Bobo, selon vous, ce génocide, il faut que les autorités congolaises puissent, au niveau national, faire quelque chose. Comme je dis, c'est à Judith Souminois, il a du pain sur la planche. Comme si nous, de la diaspora, nous débarquons à Kin. Moi, ça me ferait du bien. J'étais en Israël plusieurs fois. À chaque fois que j'arrive là-bas, on va aller, les délégations, nous visitons la Shoah. On peut aller voir, visiter. Ça me fait du bien. Les jeunes, les écoles, les touristes, les Européens. Vous allez là-bas, on s'incline. Comme ça, les Congolais doivent prendre conscience au lieu d'aller pleurer partout. Bon, aller porter la chose, c'est ça, c'est autre chose, c'est diplomatique. C'est aussi bon, mais au niveau du pays. Merci beaucoup, pasteur Bobo. Je tenais à remercier l'équipe technique avec notre IT officer qui est toujours aux manettes pour que nous puissions vous offrir ce service de manière le plus qualitative possible. Je remercie Cornelis Landou de Onyesha Africa, le pasteur Bobo Koyamba de MPB TV. Nous vous invitons toujours à aller sur notre site horizonrdc.com pour voir les dernières nouvelles et les actualités. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter paix chez vous et à nous revoir très bientôt.